Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite interview un peu spéciale pour réagir notamment face à un sujet. Donc, une interview qui se fera en deux parties. Une première partie où voilà, nous sommes avec Lagdar Trebèche, qui est propriétaire éleveur de trotteurs, qui va nous parler de lui déjà dans un premier temps et ensuite parler de voilà du sujet qui fait parler en ce moment, c'est la hausse des taxes concernant les paris hippiques et il nous en parlera donc une vidéo en deux parties. Euh, D'abord la présentation Lagdar et petite question, est-ce que tu peux nous parler de Dani Terbesh? Qui est ce fameux Dani déjà? Ah, c'est super comme question. Bonjour à tous. Ah ouais, mon vrai prénom c'est Lagdar et j'ai commencé à chanter à l'âge de 14 ans. Et quand j'ai été reçu par la maison des disques à l'époque ça s'appelait Vogue, bah, Lagdar c'était pas très populaire. Je suis d'origine musulmane donc avec la guerre c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc on m'a baptisé Dany et à l'époque il y avait un autre artiste très connu, un black qui jouait de la clarinette qui s'appelait Sidney Bechet, qui avait fait un tube qui s'appelait Petite Fleur. Et on m'a dit, tu t'appelleras Dany Béchette. Alors j'ai dit, bon, Dany, oui, Béchette, non. Et ce prénom de Dany me colle à la peau depuis 70 ans à peu près, quoi. Parce que j'ai 76, donc peut-être pas moins, mais depuis 60 ans, c'est sûr. Et tout le monde m'appelle Dany. Donc il y a que sur le programme des courses qui a marqué Lagdar, quoi. Voilà. Mais c'est normal parce que c'est ma vraie identité. T'as eu une carrière de musicien du coup? J'ai été musicien, j'ai commencé par chanter, piètre chanteur, je l'avoue. Et puis, euh, ben, c'est bizarre parce que je suis venu aux courses par quoi? Pathé Marconi et Warner Bros avaient écouté une de mes maquettes et ils m'avaient demandé de faire des photos. Et comme j'étais très 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 maquillé, bien avant Kiss et compagnie, j'ai les cheveux très très longs, il fallait plus d'une heure pour me maquiller. J'ai demandé à ce que ce soit un de mes amis photographes qui fasse les photos. Et donc le temps que je me maquille, qui était assez long, il m'a dit tiens, on a un nouveau dada avec ma femme. Ah ouais. Bon, on joue aux courses. Comment ça, vous jouez aux courses? Bon, on a joué aux courses. On a été au Prix d'Amérique. Il y a une jument américaine qui s'appelle Delmonica Hanover qui est venue courir, qui a gagné à grosse cote et en autre chez le pactole. Bon, je dis non, mais c'est pas possible, vous me racontez quoi là et tout. Et donc je suis très très intéressé. Et je lui dis, mais putain, moi je crève la dalle, je suis musicien, c'est ma femme qui bosse, c'est pas cool, et tout. Bah oui, on va aller aux courses. Donc ils m'ont amené à Longchamp. Alors je te dis pas, les gens hautains, prétentieux et tout, moi avec les cheveux longs, mes jeans troués, cloutés, ça a pas trop beau, ça a pas beaucoup plu, et on n'a rien touché. Ma femme avait mis le loyer de côté, on l'a bouffé. Ensuite il m'a dit, je t'emmène à Auteuil. À Auteuil, dès le premier jour, temps exécrable, mauvais tuyau, puisque soi-disant il connaissait des gens et tout. Et à la dernière haie, il y a un cheval qui tombe, il y a un drapeau noir qui se lève, il y a un mec qui vient avec une carabine et tire dans la tête du cheval devant tout le monde. Pas de paravent, pas de piqûre pour l'euthanasier comme on le fait aujourd'hui. Il tire. Alors moi je lui dis non, attends. Si c'est ça les courses, que je vois des chevaux tués devant moi, oublie. Non, mais la prochaine fois, tu verras, tu vas toucher, tu vas venir et tout. On retourne à Auteuil. Ça se passe très très mal, ça m'écœure. Et je lui dis, oublie les chevaux, c'est pas mon truc. Il insiste, et il me dit, tu me laisses encore une chance, il y a un hippodrome sur lequel je veux t'emmener, c'est à Vincennes. Et on est arrivé en nocturne, et là j'ai pris la grande claque, quoi. Les chevaux qui brillaient, la piste cendrée avec les lights dessus, un peu comme le showbiz, ça reflétait, les belles casaques, les beaux pantalons blancs, le casque et tout. Et là, j'ai dit, putain, c'est trop fort, c'est trop beau, c'est showbiz à fond. Ça m'a plu. Et puis, entre les courses, il y avait ce public ecclésiastique que j'ai toujours adoré. Ouais, Goujon, t'es un sale con. Ouais, Mascle, tu m'as mis dedans. Les insultes et tout. Et donc, il y avait le jeu et les fanatiques, quoi. Les mecs qui venaient vraiment pour gagner des sous, qui étaient à la rue. C'était leur moindre sou, donc ils venaient dépenser. Et j'ai trouvé que le spectacle était fabuleux. En même temps,
J'avais un papa qui savait ni lire ni écrire et qui allait tous les dimanches faire son fameux tiercé avec les pinces, les trois choix, trois croix à mettre. Tous les dimanches, il jouait. Et arrivé 14-15 heures, quand il y avait la télé avec Léon Zitrone qui reprogrammait en noir et blanc la course, il se levait exprès de sa sieste, parce qu'ils avaient qu'un jour de congé à l'époque, c'est le dimanche. Il se levait de sa sieste pour regarder le tiercé. Et on savait quand il avait perdu parce qu'il tapait fort sur la table. Et il disait avec son accent, oh, le dodio, encore perdu. Alors, encore perdu. Et ça, c'était un bon souvenir. Et Et puis, souvent, oui. je bossais. J'avais une entreprise de construction dans le BTP. Je bossais pour un pote qui avait un, un café à Clamart. Et donc, il y avait une restauration. Et il s'est fait choper parce on lui disait que les fumées restaient trop basses. Et il m'avait appelé en me disant, est-ce que tu peux m'aider à ce que les fumées montent? Il n'y a pas de souci. Et le père de ces gens-là qui m'avaient demandé de venir bosser pour eux venait tous les jours à 10 heures boire son café. Il m'appelait, Danny, viens boire le café avec moi et tout. Et là, il y a un monsieur qui rentre, qui leur dit, dites donc, je peux mettre une affiche, tu peux en parler et tout. J'ai une petite jument que j'ai élevée, que je voudrais vendre. J'entends ça. Une fois qu'il part, j'en parle avec Serge et je lui dis, tu connais le monsieur? Il me dit, oui, c'est le boucher chevalin qui est en face. Et je dis, mais il a des chevaux à vendre? Il me dit, oui. Je dis, c'est quoi comme chevaux? Il dit, des trotteurs. Ah bah, je dis, ça tombe bien. J'écoute, demande-lui combien il en veut. Et puis je te dirai, oui ou merde. Le lendemain, il vient, il lui dit, écoute, je connais un client et tout. Il m'appelle pour que j'entende. Il lui dit, écoute, j'ai un gars qui voudrait acheter tout ça. Et il lui dit, bah, écoute, la jument, c'est une pouliche par Nengado et Nocturne. Voilà le pédigré. Et puis, je suis vendeur que de la moitié à ce prix-là. Alors, il s'en va, il dit à Serge, je dis, ah ouais, ça m'intéresse. Si c'est pas un bidon, ça m'intéresse. Discute avec lui, dis-lui que je suis intéressé. Donc il rappelle, il vient, il dit, j'ai peut-être un client pour toi, c'est monsieur. Et le gars me dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je refais des travaux et tout. Ah, ben il me dit, écoutez, ça m'intéresse. Ma fille a une cuisine à refaire, l'électricité et tout. Faites-moi un devis, on fait un troc, je vous donne la moitié de la jument, vous faites les travaux. Ça, c'était mon premier cheval. Donc il est arrivé chez un entraîneur aujourd'hui décédé malheureusement, il s'appelait Louis Mellette, et ça m'a permis de voir construire Grosbois. J'ai vu. Et à l'époque, ce qui était génial, c'est que tu arrivais le matin et tu pouvais aller dire bonjour à tous les entraîneurs. Et Louis m'appelait Antoine, parce qu'à l'époque, il y avait le chanteur Antoine. Et il disait, les gars, vous n'avez pas un tuyau pour mon Antoine, vous n'avez pas un cheval qui a gagné pour mon Antoine et tout. Et effectivement, je reconnais que à l'époque, on était gâtés. Parce que quand le gars il disait, je vais gagner, qu'il soit à 100 contre 1 ou à 8 contre 1 ou à 2 contre 1, quand il disait, je vais gagner, il gagnait. Donc j'ai connu Jean-Marie, le père de Jean-Philippe Marie, j'ai connu André-Francis Bijon, tous les anciens de l'époque, le propriétaire éleveur de Kerjak. Ouais, j'ai connu des gens qui m'ont donné des bons tuyaux. Et mon plus gros coup, c'était un cheval qui était chez Alain Sionneau, donc qui était mené par Philippe Ferré. On a gagné un paquet de fric. Je suis allé lui proposer de lui acheter la moitié. Et même si j'avais proposé à l'époque une très grosse somme, Monsieur Sionneau m'a dit qu'il n'était pas vendeur. Il n'a pas eu tort. Il dit il a gagné 4 courses d'affilée à Paris. Il a eu un gros truc. Et depuis, je suis resté très ami avec Philippe Ferré. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis. Et là, il y a eu un grand trou. J'ai arrêté les chevaux pendant plus de 20 ans. C'était en quelle Et année avant de ça? partir aux États-Unis, j'ai connu André Blandin et la famille Vélard. Euh, la famille Vélard, c'était les beaux-parents à Michel Lenoir, la famille d'Alifard. Et, euh, et donc, avec Monsieur Blandin, il m'a emmené là-bas, et je cherchais des chevaux à acheter. Et quand je suis revenu, j'ai vu des Blandins, je dis, ouais, je reviens des États-Unis et tout. Je revenais dans les chevaux. Euh, il venait d'acheter Banque du Forum au président de First, qui est décédé, Monsieur Goléo. D'accord. Et, euh, et il m'a appelé en me disant, j'ai une petite diamant qui s'appelle Banque du Forum, en veux-tu la moitié? Et Banque du Forum a gagné, on a réinvesti, en allant en vente aux enchères, j'ai acheté Eldorado Dupont, qui a couru le prix du président de la République, qui était SPI classique, qui nous a rapporté beaucoup d'argent. Très rapidement, je me suis lancé dans l'élevage,
Donc j'ai loué des ventes, comme on dit. J'ai fait 4 F qualifiés, 4 F qui ont connu le champ de course, dont un qui était, euh, qui était quinté. Donc encore une fois, on a gagné beaucoup d'argent. On a réinvesti, et nous n'avons plus arrêté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà mon cursus. D'accord. Et actuellement, là, t'as combien de chevaux qui soient alors prêts à courir Alors dans ton élevage? à l'entraînement avec les hauts qu'on vient de sevrer, on en a 25. Donc il doit y en avoir facilement 12 ou 13, même peut-être plus, qui sont en carrière de course. D'accord. Et, Et une dizaine de poulinières, je vais réduire à 7 pour l'année prochaine. et- est-ce que tu achètes encore des chevaux qui sont hors de ton élevage Non, ou terminé, tu... parce que j'ai plus du tout de réussite avec les chevaux que j'achète aux ventes. J'ai eu beaucoup de chance avec Eldorado Dupont, et à part Eldorado Dupont, tout ce que j'ai acheté après, ça a pas du tout trotté. Et les gens me disent que j'ai plus de réussite avec mon élevage, donc je fonctionne avec mon élevage, qu'avec mon élevage. Ah, je confirme, quand on regarde un peu les chevaux que tu as élevés, il y a peu de déchets quand même, hein. Ouais, Très très c'est peu. exact. Et, Mais si j'ai peu de et déchets, c'est parce que je travaille avec des gens sérieux, avec des grands professionnels. Dès le départ, quoi. Je veux dire, au niveau de l'élevage, c'est bien nourri, c'est bien élevé. Ensuite, ça va chez des gars qui me les préparent, qui les entraînent, qui les emmènent au calife, avant de rejoindre les box de gros entraîneurs. Philippe, il y a Laurent-Claude Abrivard, il y a Johan Lemay, il y a Benoît Robin, il y a Charles Mottier. Enfin voilà, sont des gens en qui j'ai confiance, que je connais depuis très longtemps. Et il y a plus que la relation propriétaire-entraîneur, ce sont des amis. ouais, ça, c'est super important aussi de savoir Ouais, où est-ce que vont les chevaux. Pour des éleveurs, c'est même des fois plus important que des fois que de vendre à un meilleur prix que ce qu'on espérait. Des fois, il vaut mieux ne pas vendre et savoir où est-ce que va son cheval absolument, absolument. que bien le vendre. Mais voilà. Je dois aussi une très très fière chandelle à Jean-Michel Bazir, quoi. Depuis plus de 20 ans, Jean-Mi est à nos côtés. Je peux lui demander plein de choses, il refuse jamais, quoi. Il m'aide énormément. Ah, il y a pire comme professionnel, hein. Ouais, ouais, il y a pire, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est des grands professionnels. Et comment tu, enfin, c'est quoi tes critères pour l'élevage, pour mettre telle poulinière avec tel étalon, t'as des critères particuliers? Absolument, absolument. Euh, je ne croise pas du tout avec Florestan. D'accord. Quand j'ai des poulinières qui sont Florestan, alors je vais surtout pas euh, faire un inbred sur Florestan. Je Pourquoi? suis complètement anti-inbred, donc D'accord. jusqu'à la 5e génération, je ne veux pas du tout d'inbred. Ensuite, à partir d'un 5e, s'il y a un petit inbred, ça me dérange pas du tout. Euh, mes, mes principales bases, celles qui étaient, parce qu'elles vont disparaître, c'était surtout de croiser avec Vorkaolik et Speedy Crown, euh, D'accord. toujours sans inbred. Donc, si j'ai du Kimberland, il faut absolument que j'amène du Speedy Crown. Si j'ai du Florestan, il faut absolument que j'amène du Speedy Crown. Euh, à part ça, j'avoue que c'est vraiment le out inbred que j'utilise le plus. Je ne veux pas du tout d'inbred. Je ne veux pas du tout d'inbred parce que pour moi c'est ce qui fait qu'on a des chevaux fous. Donc il y en a qui le font avec lequel ça réussit, mais ce que je veux ce que je veux dire, c'est que quand il y a un mec qui va réussir un inbred 3 sur 3 Vikingsway, il y en a 200 qui vont le limiter, et il y en a 190 qui vont se planter, quoi. Ouais. C'est Ouais, des inbreds sur Vikingsway ou des inbreds très proches. Euh, il y en a pas des masses qui fonctionnent. Donc quand on les prend comme exemple, c'est une erreur, quoi. C'est du 1%. Euh, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. je suis d'accord avec toi. Moi aussi, alors, euh,
des fois, il y a des inbreeding, je suis peut-être moins extrême. Alors après, moi, j'ai pas d'élevage, mais dans ce que je recherche, que ce soit pour les poulains ou quoi, je trouve que dès qu'il y a des croisements un peu trop proches, des inbreeding un peu trop proches, je m'en méfie. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je préfère essayer de limiter tout ça. Voilà. Après, à partir de la, pour moi, troisième, quatrième génération, ça peut être regardé, mais toi, c'est à partir de la cinquième, quoi. Ouais, Mais, ouais, ouais. Moi, et puis toi, t'as une grande expérience d'éleveur et puis une grande réussite, donc. j'essaye. Et puis, il y a une chose. Avant, il y avait un bouquin. La couverture était verte avec les textes en jaune. C'était marqué trop. Je crois que c'était la SECF qui faisait ce bouquin. Et les journalistes qui étaient dedans faisaient assez sérieusement leur métier. Et moi, d'abord, j'ai tous les tous les bouquins d'élevage depuis que le studbook, depuis le numéro un, j'ai tous les studbooks, donc je sais à partir de quand est né le premier trotteur. Ensuite, il y a un gars qui est resté dans le métier, qui a toujours un haras euh, qui fait de l'étalon. C'est Monsieur Maignan, qui avait fait un super bouquin. Hein, il était de couverture bleue, qui faisait bien 500 pages, qui était très intéressant, avec bourré d'informations. Et je lisais tous les 15 jours ou 3 semaines que ce bouquin paraissait. Je lisais. Et quand on finit par bien lire ce bouquin, on s'aperçoit que dans les courants de sang, il y a des étalons qui sont des freineurs. Et ça, personne n'en parlait. À un moment, on a discuté des étalons freineurs. Moi, je dis oui, que dans les courants de sang français, il y a des étalons qui sont des freineurs, euh, qu'on retrouve dans tous les courants de sang. Mais si on analyse bien, là où on les retrouve le plus souvent, on voit bien que les poulains de ces chevaux-là ne trottent pas. Donc moi, par exemple, je suis complètement anti-Carioca 2. Je suis pour Quiroga 2, et ainsi de suite. Ensuite, il y a une chose dont on a parlé longtemps, mais d'aujourd'hui on a oublié, c'est aussi tous les faux étalons qui sont rentrés en France. Il y a des gens qui ont fait leur mea culpa, comme Monsieur l'évêque. Euh, Calumet Delco n'a jamais sailli. C'était son souffleur qui a sailli. Donc ça veut dire que dans le studbook, il y a un moment, il est faussé. Parce qu'on voit Calumet Delco, mais en fait, c'est pas Calumet Delco qui a sailli, c'est son souffleur. Et il y a eu 3-4 cas. C'est-à-dire ça. Et ben, c'est-à-dire que Calumet Delco n'a jamais sailli. Il avait un souffleur. Et c'est le souffleur qui saillissait les juments. Et on mettait Calumet Delco. Donc il y a eu des mea culpa de fait. Il y a 4-5 grands éleveurs qui ont reconnu qu'il y a eu des chevaux qui n'ont pas sailli. Donc quand on regarde dans le studbook, il y a marqué, je sais plus si c'est Rue Blascat, j'ai peur de dire une bêtise, mais il y a marqué Rue Blascat ou, et il y a un autre nom de cheval en dessous. C'est-à-dire qu'à un moment, on est perdu dans les croisements de sang, Ah oui. on ne sait pas quel est le véritable étalon qui a sailli. Et il y en a 4 comme ça, dont le fameux Calumet Delco, dont tout le monde avait crié que c'était un super étalon et tout. Et on a fini par apprendre que Calumet Delco n'a jamais sailli. C'est ce qu'on appelle son souffleur. Puisqu'à l'époque, quand on faisait la saillie, pas comme on fait aujourd'hui, une saillie naturelle, on mettait un souffleur pour voir si la poulinière était chaude. Ouais. Et ce fameux souffleur a des D'accord. fois sailli à la place d'autres. D'accord. Alors je viens d'apprendre ça. C'est d'accord. Petite magouille Ouais, mais d'étalonniste. c'est bien précisé dans les studbooks. Hein. Ouais, bien Il y a un sûr. moment où ils ont reconnu, et on voit bien machin ou machin. Donc il y a D'accord. un doute à savoir qui a sailli. Donc toi quand même tu regardes quand même plutôt les vieilles enfin tu regardes Les, vi- les vieilles souches. les vieilles souches, ouais. Ah Tu ouais, moi regardes je remonte beaucoup. jusqu'à Bémécourt, je remonte le plus loin possible je remonte des fois jusqu'à la 10e génération pour Ah savoir oui, combien il y a d'accord. de Covadis, de Bémécourt, de McKinney. Ouais, non, ça m'intéresse vraiment, quoi. Ça m'intéresse vraiment parce que il y a un moment quand on prend un cheval comme Ovji, on est vite bloqué parce qu'en fait le quatrième paire d'Ovji c'est un pur sang. Donc on a des très très bons étalons qui sont issus à la 4e génération de pur sang. D'accord. Et on voit bien en fait la différence quand il y a un pédigré de pur sang.
On voit bien le sang que le cheval amène. Moi, j'étais un fou de Ofji, j'étais un fou de Kébir de Chenu. C'est des chevaux qui apportaient un plus, quoi. Et, et là, actuellement, dans tes M, N, voilà, les chevaux qui ont commencé à être débourrés, t'as, quels sont tes espoirs de tes poulains? Oh, les espoirs. Je suis pas un rêveur, hein. Ou même les Je suis chevaux qui ont pas, débuté, hein. je suis pas un mec qui, enfin, moi, je suis pas Philippe Allaire, quoi. J'ai pas les mêmes moyens, j'ai pas les mêmes structures. Euh, c'est quoi nous, quand on a un cheval qui atteint 200 000 euros, c'est le prix d'Amérique, quoi. Ah C'est génial, on bah, est content, tu bien vois. sûr. Après, après, c'est la cerise sous le gâteau. Mais si mes femelles arrivent à 100 000, je me dis qu'elles peuvent devenir bonnes poulinières. Et puis, je suis content. Mais on rêve pas, quoi. On n'a pas la prétention d'aller, comme dirait l'autre, jusqu'au prix d'Amérique. Ce qui me ferait plaisir avant de mourir, c'est au moins de gagner un groupe. Que ce soit un Ouais. groupe 3, un groupe 2, un groupe 4, ça m'est jamais arrivé. On a gagné 3 quintés, mais on n'a jamais été plus loin, quoi. C'est quoi le moment le plus fort que tu vécu, toi, en tant que propriétaire ou éleveur, hein? Le moment le plus fort, c'est Eldorado Dupont, euh, Angel Art, Bad Company Blind Faith et aujourd'hui Here I Go Again. Cheval monté, qui reprend la compétition très très vite là bientôt. Et t'as combien de victoires d'ailleurs en tant que propriétaire ou éleveur Ah à peu ouais, près, tu alors sais? je crois qu'on a atteint les 200 victoires. Ah oui, d'accord. Ouais. Et, Et on et, a un coefficient de réussite placé, je crois, de 70%. On est et régulièrement à l'arrivée. ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, je vous invite à aller voir les statistiques sur le trou ou quoi. C'est vraiment des très bonnes stats. Et Ouais, ça on te a fait été voir. quoi? Comment? Et ça te fait quoi? Quelle est la différence entre, on va dire, tes premières victoires et là, on va dire, la 200e? Ou Aucune une... différence. Plus ça va, plus c'est stressant. Plus ça va, plus je regarde tout de suite où sont les toilettes. Parce que le stress m'envahit et donc vulgairement j'ai la chiasse 10 minutes avant la course. Donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je les vis comme d'habitude. Euh, pour les novices, une femme, quand on aime une femme, quand on s'entend bien avec elle, elle peut te faire jouir. Et la jouissance peut atteindre le paroxysme de la mort. Les chevaux, c'est une autre jouissance. Moi, mes chevaux m'ont amené au paroxysme de la mort. Je sais qu'un jour, il y avait une grande course à Vincennes. À 50 mètres du poteau, je savais qu'on avait gagné. Je me suis mis à vociférer. On me l'a dit après, tout le monde m'a regardé, tout le monde m'a demandé ce qui m'arrivait. Et moi, j'ai regardé autour de moi, je voyais plus personne. Je me suis trouvé dans un hippodrome qui était blindé, je me suis retrouvé tout seul. J'ai plus vu personne, ça a duré l'espace de 10 secondes, ce qu'on appelle le paroxysme de la mort. Et je suis revenu et ensuite c'était fou, c'était les embrassades en famille, les félicitations d'amis, enfin, on a atteint un truc complètement fou, les interviews, le partage des photos, le champagne qui éclate après, donc c'est une jouissance absolument extraordinaire. Et puis une course reste une course, on peut pas toutes les gagner, donc il faut savoir perdre, il faut savoir dire ok, ben on tourne une page, on ira la prochaine fois, mais on peut pas toutes les gagner. On vient dans l'espoir, bien sûr. Des fois, on est sûr parce qu'on voit notre cheval à 1,5, 1,7, on se dit bon ben c'est sûr. Si les parieurs nous font autant confiance, c'est que le cheval est bon, c'est que le cheval est sûr, c'est qu'il est dans sa catégorie. Maintenant, une course reste une course tant qu'on n'a pas passé le poteau, c'est pas gagné. Mais dans la victoire, on est unis, mais dans la défaite, on est unis aussi, quoi. Je veux dire, Ouais. moi, je pense que c'est plus intéressant de payer le champagne à notre entraîneur quand on a perdu que quand on a gagné. Parce que quand on a perdu, c'est pour dire voilà, c'est pas terminé, on continue, quoi. Quand on a gagné, c'est pour fêter, mais il faut aussi garder le moral quand on a perdu, quoi. Et puis prendre des bonnes décisions aussi. Que ce soit avec un entraîneur ou, enfin, toujours en Je lien suis pas avec l'entraîneur. décisionnaire. Mais...
Oui, Je suis pas voilà, décisionnaire. mais Ma décision, c'est quand je vais voir mon entraîneur et je lui dis, voilà, j'ai tel et tel cheval, veux-tu l'essayer, veux-tu le prendre? Mais une fois que le cheval est chez lui, je lui donne les clés et et il il se prend toutes les débrouille. décisions. C'est lui qui choisit le Ouais. jockey, c'est lui qui choisit sa course, c'est lui qui choisit la distance. Moi, j'interviens pas. Moi, je suis là pour le supporter dans ses décisions, euh, et lui dire, voilà, qu'il a bien fait quoi qu'il arrive. Mais non, je n'interviens pas ni dans le choix du driver, ni dans le choix du... Même s'il y a des drivers que j'aime pas, même s'il y a des gars avec qui j'ai pas d'atome crochu, c'est, c'est mon entraîneur, le patron, quoi. C'est son métier, quoi, en fait. Bien sûr, la confiance, et c'est là aussi, et je pense que toi, ça fait des années que tu es dans le milieu, et c'est ça aussi ce qui est important, c'est que tu as su t'entourer de personnes en qui tu as confiance, et la confiance, elle vient là, et une fois que l'entraîneur aussi, il a confiance en son propriétaire, il peut se permettre des choses, et la confiance est mutuelle, et c'est là aussi qu'on profite le mieux et qu'il y a les meilleurs résultats aussi, hein. J'ai payé pour apprendre. Je me suis fait ramasser par certains entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui ont été bons et avec lesquels je me suis disputé parce que il y a un moment ça allait plus. J'ai perdu des amis que je considérais plus comme des entraîneurs mais des amis avec qui ça s'est terminé en eau de boudin. Euh, c'est dommage, je le regrette. Bon, mais c'est la vie, hein. C'est la vie. On peut pas toujours gagner. On peut pas toujours miser, comme dirait l'autre, sur le bon cheval. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je suis content avec les gars qui m'entourent. J'ai aussi rajouté il y a pas longtemps Benjamin Goetz, Joris Filograsso. Ouais, je m'entends très bien avec ces gens-là, quoi. Pour moi, il faut qu'il y ait autre chose que le fait d'une relation professionnelle. Il faut qu'on puisse déjeuner ensemble, qu'on puisse dîner ensemble, qu'on puisse partager ailleurs que dans le cheval. Moi, quand il me parle de musique, je suis content de raconter tout ce que j'ai vécu. Quand on parle de football, je suis abonné au Paris Saint-Germain depuis sa création. Bah, ça me fait super plaisir de parler sport et tout. Il n'y a pas que le foot, il y a autre chose. Il n'y a pas que le cheval. Il y a autre chose dans la vie. Quand on peut partager, ouais, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît super. Ouais. Et j'en profite, du coup, tu as parlé de foot, tu as parlé de musique. C'est quoi pour toi ce qui est le plus fort entre, on va dire, euh, on va imaginer une séance de tir au but du PSG en finale de Ligue des Champions. Où, on va dire le concert de toute une vie, je sais pas, un concert de toute une vie prévu de voilà le rêve de tout musicien, ou alors une dernière ligne droite à Vincennes ou dans un autre hippodrome, peu importe, Bon, en luttant en pour la trois, victoire. avec ce que j'ai vécu avec le PSG, je les mets en trois. Entre entre la musique et les chevaux, chut, non, entre la musique et les chevaux, il y a un point commun. Il y a vraiment un point commun. C'est que j'ai vécu avec la musique des choses, ouais, ça m'a fait pleurer, quoi. Des fois, j'ai pleuré à des concerts, j'ai pleuré. Il y a eu des trucs fabuleux, il y a des émotions énormes. Donc, je peux comparer la ligne droite à Vincennes avec un concert, avec un gros concert, ouais. Ouais, parce que la musique, elle m'a quand même apporté du bonheur. On Ouais. considère aujourd'hui que je suis l'importateur du heavy metal et du hard rock en France. J'ai beaucoup de reconnaissance. J'ai commencé un magazine. En magazine, en 84, j'ai eu un magazine qui était le premier magazine de heavy metal et de hard rock, qui s'appelait Enfer Magazine, qui a eu une réussite absolument incontestable et incontestée. Et, euh, et ça m'a permis de travailler avec les plus grands artistes du monde. Et oui, euh, d'avoir fait connaître Metallica, qui est aujourd'hui numéro un pratiquement dans le monde entier. Ben, c'est un honneur quand je suis invité et qu'on dit c'est le mec qui a fait connaître Metallica. Ben, je suis fier. Dernièrement, je me suis déchiré le ménisque de la jambe gauche. J'ai rencontré un grand professeur qui a soigné Yannick Noah, Lizarazu, Mbappé, l'équipe de France de foot, l'équipe de France de rugby et tout. Il s'appelle Alain Meyer. Et le document qu'il a reçu de mon docteur, il a marqué Danny Terbesch est l'importateur du heavy metal. C'est lui qui a découvert Metallica et il a mis ça dans la feuille de soins
pour me présenter au docteur. Et quand le docteur m'a reçu, il m'a dit alors c'est vous Metallica. Alors, j'ai trouvé ça super flatteur, quoi. Ouais, j'étais honoré, quoi. Donc ouais, les concerts que j'ai fait avec Metallica, les concerts que j'ai fait, le premier concert que j'ai organisé pour Trust, qui est devenu quand même un groupe très connu. Quand on dit c'est Danny qui a découvert Trust, ouais, bah, je suis fier, quoi. Mais c'est pas n'importe quoi. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec Scorpion. J'ai croisé beaucoup de mecs dans le métier. Donc ouais, il y a un moment où je vais pas dire que j'ai les chevilles qui enflent ni le melon, mais c'est un honneur de savoir que je suis venu sur Terre et que je vais peut-être laisser ma petite pierre, quoi. Tu vois. Ouais. Et donc dans les chevaux, ben, je pense qu'il y aura de la reconnaissance parce que, pardon, je vois hier soir dans 24 heures au trot, il y a Fabien Callier qui a fait un papier qui marque le célèbre propriétaire de chevaux de course d'Annie Terbèche. Le célèbre propriétaire, c'est cool, quoi. Je veux dire, je suis pas aussi célèbre que ça. J'ai pas la réussite d'un Philippe Allaire, d'un Jean-Michel Baziraud. Mais ouais, si on considère que je suis célèbre, bah, ça me fait plaisir. Et puis moi, tu vois, je suis pour la filière du cheval, quoi. Je veux dire, autant dans le showbiz, j'ai j'ai participé à des manifestations, j'ai bossé pour faire avancer le schmilblick. Je veux faire la même chose dans le cheval. Je suis pas éligible, j'ai 76 ans, je suis trop vieux. Mais ouais, j'aurais bien voulu participer aux réunions avec le président Barjon ou avec le vicomte de Bellègue. Je suis, je m'inscris dans des manifestations comme celle de 2007. Je m'inscris dans les réunions d'élevage. Je suis partout où je suis. Je prends des coups de gueule, comme c'était le cas dimanche à Anguin. Je suis très conscient. Et ensuite, j'ai un avantage sur beaucoup de gens, c'est que j'ai été encarté pendant 30 ans dans un parti politique. J'ai été le bras droit de nombreux députés qui ont été à l'hémicycle, qui aujourd'hui m'ont trahi. Donc c'est pour ça que je me suis permis de gueuler dimanche, parce que je sais que les politiques, faut pas leur faire confiance, et que le meilleur ami de ton politique, voire ton frère, peut te trahir parce que c'est la politique. Mais quand t'as un mec comme Cahuzac qui dit regardez-moi bien dans les yeux, j'ai jamais détourné d'argent, et quand tu vois le résultat, tu dis bon bah laisse tomber quoi. Et quand tu vois tous ces mecs qui te disent vous pouvez me faire confiance et tout, notamment Sarkozy, vous pouvez me faire confiance et tout, et quand on voit où on en est, François Hollande idem que j'ai bien connu. Donc ouais, j'ai un parcours dont je regrette pas, et puis je remercie le bon Dieu tous les jours parce que fils de parents illettrés, immigrés, savent ni lire ni écrire. Bon, je suis content, moi j'ai pas été habillé, je me suis fait tout seul, je dois strictement rien à personne. Bon voilà. Mais effectivement, le plaisir du rock'n'roll, du heavy metal et des chevaux, ouais, il y a en tout cas quelque chose en commun entre les deux. Parce que tu peux pas être intégré dans ces deux métiers-là comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Moi, j'ai payé, j'ai attendu avant de pouvoir rentrer chez les propriétaires. Et c'est pareil dans le showbiz. Dans le showbiz, c'est très fermé, tu rentres pas dans la famille comme ça. J'y suis parvenu et c'est une grande satisfaction. Et, et moi, du coup, j'ai un peu fouillé hein, dans ton passé via ce que tu avais pu faire avant cette interview, hein, pour la préparer. Et puis, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression que, et peut-être pas qu'une impression, mais que tu es quelqu'un, c'est vrai, de très engagé dans tout ce que tu fais, en fait. Euh, C'est tout à fait et, et, je, ça. et je pense que c'est aussi ça qui fait que, ben, petit à petit, tu connais un peu mieux les protagonistes, les gens, et que tu es arrivé là où tu en es, que ce soit dans la musique, dans le showbiz et dans les chevaux aussi. Bah, la première chose là où tu as raison, c'est que je suis contre l'injustice. Donc dès que je vois des trucs qui sont pas normaux, je suis obligé d'ouvrir ma gueule, même si ça me concerne pas. Donc je présente mes excuses et puis je dis aux gens voilà j'ai entendu ou si vous voulez je peux vous aider et tout. Donc j'ai des contacts, j'ai des grosses connexions. Et si je peux en faire profiter les gens, je trouve que c'est bien parce que on n'est que de passage sur Terre. Et de savoir qu'il y a des mecs qui s'entretuent, qu'il y a des guerres, j'en vois ni l'utilité et,
Je comprends même pas comment un être humain peut tuer un autre être humain. Je pense que si on pouvait tous vivre la main dans les mains, on serait déjà plus heureux. Donc là, il y a des trucs qui me dépassent. Moi, je suis plutôt du côté, on est des humains, on peut s'entraider. Bon, et en plus, comme je te l'ai dit, je suis d'origine maghrébine. Euh, J'avais 14 ans quand l'Algérie a été libérée en 62. Donc j'ai connu tous les travers, j'ai connu tous les problèmes. Et ensuite, vu le racisme, bon, j'ai été membre, j'étais membre du bureau national de SOS Racisme pendant de longues années. J'ai vu ce que c'était que les gens du Front National, j'ai vu ce que c'était les fachos, et j'ai vu comment la police se comportait par moment. J'ai un cousin qui est très célèbre malheureusement, qui a été tué il y a quelques années quand il y a eu des manifestations à Paris, c'était contre le projet de Vaquet. Mon cousin s'appelait Malik Oussekine. Il a été assassiné par la police. Aujourd'hui, tous les 6 décembre, il y a des commémorations à son honneur. Il y a des rues, il y a des choses qui sont mises à son nom. Il a été assassiné bêtement, gratuitement, pour rien. La police a acharné dessus. Donc, quand on vit des choses comme ça, il y a un moment où d'abord on sait que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, parce que quand tu avais subitement pour apprendre que ton cousin est assassiné, lynché par la police, tu prends un gros uppercut et tu te dis oh là là, la vie elle est bizarre. Je m'attendais à tout sauf à ça. Donc tout peut nous arriver à n'importe quel moment. On ne sait pas pourquoi. Une balle perdue, n'importe quoi. Euh, et donc moi, mon engagement, il est voilà, aider les pauvres, aider les sans-abri, aider les démunis, aider les SDF. Et ces gens-là sont prioritaires. Mon rêve, c'est que si j'avais une baguette magique, la première chose que je ferais, c'est que tout le monde aurait du travail. Si j'avais une baguette magique, de donner du travail à tout le monde, que tout le monde puisse vivre dignement. Et du moment où les gens vivent dignement, tout peut changer. Tout peut basculer sur Terre. Tout peut changer. Les guerres, tout. Parce que quand on est pauvre, quand on est démuni, quand on n'a pas été à l'école, quand on est manipulé, euh, quand on est ignare, eh ben oui, on peut prendre des armes et puis dire je vais gagner ma vie de telle et telle manière. On peut descendre dans la rue, vendre de la coke parce que c'est plus facile et tout. Et ça, c'est parce qu'il y a un manque, il y a un manque d'équilibre dans notre société. Et puis c'est dramatique, quoi. Moi, j'ai pu connaître des commissaires, j'ai pu connaître des ministres, j'ai pu connaître des politiques qui m'ont dit il faut que dans la vie il y ait le yin et le yang. Il y a la nuit et le jour, il y a le méchant et le gentil, il y a le noir et le blanc. Et on me dit il y a des villes où il faut que ce soit lisse, que tout aille bien, et pour que dans ces villes où tout est lisse, que tout aille bien, il faut qu'il y ait des villes où il y a du malheur, où il y a des catastrophes et tout, pour qu'ils se rendent compte que eux vivent mieux que cela. Ben moi, je trouve ça con, je trouve ça dégueulasse, et j'ai du mal à comprendre comment ils obtiennent cet équilibre. Voilà. Et donc, c'est effectivement, quand il y a des jeunes qui sont assassinés, quand il y a des jeunes qui ont des soucis, c'est toujours dans les mêmes banlieues, dans les mêmes endroits. Donc, c'est pas un hasard. Je suis désolé, mais c'est pas un hasard. J'ai trop fréquenté les politiques, j'ai trop côtoyé ces gens-là pour savoir que rien n'est dû au hasard. Et, ouais, c'est une belle vision du monde. Enfin, malheureusement, non, mais en tout cas, une belle façon de voir les choses. Euh, je suis maladroit, mais euh, manière de voir les choses, et je te rejoins complètement dans ce que tu viens de dire. Il y a malheureusement beaucoup de chez les puissants, on va dire, une volonté de ne pas faire bouger les choses, et au contraire, des fois, j'ai l'impression de faire en sorte qu'elles dégénèrent pour leur propre pouvoir et leur propre. C'est sûr que les lobbying sont très très forts. Ouais. Les lobbying sont très forts. Il y a un moment, il faut savoir faire la part des choses. Moi, on me demande de devenir égoïste. Ça me paraît compliqué. J'ai un fils, un petit-fils. Je suis marié depuis plus de 50 ans.
j'ai perdu mes parents, donc il me reste plus beaucoup de famille, je vis pour eux, quoi. Mais c'est vrai que bah, il y a des moments où on sort du cadre. Ça a été mon cas dimanche quand je suis sorti, quand j'ai pris mon coup de gueule à Anguin. C'est qu'à un moment, je me dis, mes amis, mes copains, ceux qui font le métier sont inconscients, quoi. Ils se rendent pas compte qu'on est en train de nous la mettre, qu'il faut bouger notre cul, il faut qu'on soit. On n'est plus à l'époque des bisounours, c'est terminé, quoi. Un mec qui il veut passer un amendement de 80 000 euros, 80 millions d'euros, on te dit, ouais, il va pas le présenter, mais on balaye pas un amendement de 80 millions d'euros d'un geste comme ça, c'est faux. Il faut être conscient. Le Premier ministre peut pas dire non, non, 80 millions, je vais leur en faire cadeau. Et la preuve, c'est qu'il est revenu. Donc voilà, c'est là où je me dis que les gens sont d'une naïveté et qu'on nous manipule et qu'on est facile à manipuler, quoi. Il faut rester vigilant, vigilant. C'est la politique qui m'a habitué à ça. C'est la politique qui a fait que il faut savoir répondre du tac au tac. On n'a pas le temps à la réflexion quand on nous interviewe, quand on est face à un candidat, quand on est face à un mec. On n'a pas le temps de dire attendez, je réfléchis. Faut répondre tac au tac. On est formé pour ça. Ça c'est bien. Et c'est pour ça qu'il faut complètement rester vigilant et que j'ai pris ce coup de gueule dimanche parce que moi j'ai été voir tous les copains. J'aurais dit mais vous êtes des malades, quoi. Vous êtes des malades. C'est pas, Et on n'est plus à l'époque des bisounours, les gars. C'est fini. on va bientôt en parler. Avant Oui. ça, euh, juste, on a parlé un peu de choses pour aider les gens. Et ce sera ma dernière question de la première partie. Après, on parlera de la hausse des taxes. Ouais. Bon, même si on en a plus ou moins parlé, mais ça fait une bonne transition. Mais euh, toi qui as de l'expérience en tant que propriétaire éleveur dans le monde du trou en même temps, euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer, soit en tant que propriétaire, soit en tant qu'éleveur? Je suis pas conseilleur. Je pense il y a pas une manière de voir les choses. Je pense pas que Philippe Allaire et moi on croise de la même manière parce que on n'a pas les mêmes étalons, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes poulières. Donc je pense qu'il n'y a pas une chose, une solution. Euh, ce ce qu'il faut, c'est de pas être naïf. Euh, L'exemple que je vais donner, j'ai eu, j'ai vendu la moitié d'un de mes chevaux à un monsieur qui a acheté un autre cheval en même temps que moi, à un de mes amis. Les deux chevaux ont trotté. Les deux chevaux ont fait carrière. Il a cru que c'était fini, quoi. Il a travaillé toute sa vie pour mettre de l'argent de côté. Il voulait acheter une boutique de journaux, là, une librairie. Avec les deux chevaux avec lesquels il a réussi, il a cru que tout était beau. Il a pris tout son argent, il l'a investi dans les chevaux. Il s'est complètement ramassé. Il y a pas, s'il y avait une solution, les plus grands nantis de la terre nous laisseraient pas, nous, les petits propriétaires, acheter des chevaux. Ils prendraient tout à leur nom, puis il y en a qui ont essayé. Et puis ça n'a pas marché. Je n'ai pas de conseils à donner. La seule chose qu'il y a, c'est quand on est novice, on peut pas acheter un cheval tout seul. Moi, j'ai essayé d'acheter des chevaux tout seul. On a voulu me vendre des chevaux qui n'avaient rien à voir avec des chevaux de course. C'est mon entraîneur Louis Mellet qui avait déjeuné avec moi et qui m'a dit écoutez, on va aller voir le gars qui vous a vendu les chevaux de course parce que vous m'étonnez, vous n'y connaissez rien. Ou non. Et quand on est allé voir les chevaux, je me suis fait engueuler et il a chopé le mec qui voulait vendre les chevaux. Il lui a passé un savon en le traitant d'escroc et de voleur. En fait, les chevaux que le mec me vendait, c'était de vulgaires chevaux qui n'avaient rien à voir avec la course. Ouais. Et j'ai failli me faire avoir. Donc heureusement que mon entraîneur m'a accompagné, toi. Après, il y a des entraîneurs qui vendent des chevaux et puis qui vendent des crabes, quoi, des chiens, pour récupérer de l'argent. Ceux qui sont les sans cœur, ceux qui pensent qu'à leur gueule, et Dieu sait s'il y en a dans ce métier. Ouais, j'ai pas de conseils à donner. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des bons brokers. Il y a des bons brokers et qui apportent des garanties. Moi, c'est ce que je retiens le plus, c'est qu'ils apportent des garanties. Moi, je te promets que quand je vends un cheval à quelqu'un, il y a toujours une garantie, c'est que si le cheval trotte pas, j'en remets un derrière.
parce que c'est pas possible d'arnaquer les mecs. Ouais. Maintenant, des arnaqueurs, il y en a tellement, tellement, tellement. Il y a plus d'arnaqueurs que de gens honnêtes, hein, je trouve, dans le métier. Bah, Il faut oui. quand même être lucide. Hein. Et puis il y a plus de mauvais chevaux que de bons aussi. Hein, donc, Bien sûr, et les mauvais chevaux coûtent aussi cher que les bons chevaux. ah oui, en Donc là, il faut entretien. faire la part des choses. Moi, c'est vrai que je suis bien content d'être secondé par des gars comme j'ai, qui m'aident, quoi, qui me disent vite, celui-là, on arrête, celui-là, on va voir, celui-là, on va vite le mettre à acclamer, c'est pas ce que tu cherches. Voilà. Moi, ce que je recherche, c'est des chevaux de Paris. Voilà. Ouais. Donc, je suis secondé, mais maintenant, voilà, quand on va à un cheval, on essaie de pas arnaquer les gens. Quoi. C'est compliqué. Ah C'est bah, très compliqué. Mais j'ai pas de conseils à donner. Je peux pas mais être conseilleur. c'en est déjà un bon. Pour moi, c'est Peut-être. déjà un très très bon conseil. Sans Moi, je veux parler bien aider. de la Je, technique, je- dans l'accompagnement, ça fait beaucoup. Hein. moi, je veux bien aider. Ça, je peux aider, mais conseiller, non. Non. Bah, merci en tout cas pour d'avoir répondu à ces questions pour la première partie. Un grand merci à Lagdar alias Dany d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos questions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez vous faire conseiller par un courtier, bien sûr, je suis disponible. N'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez très facilement mes coordonnées en description de la vidéo. Et je vous invite également à aller voir la partie 2 sur laquelle on va parler de la taxe, voilà, l'amendement qui pourrait passer donc ce 5 novembre et en quoi c'est un enjeu majeur. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir cette vidéo et moi je vous dis à bientôt sur les hippodromes ou pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!